premier réaxo. Alors avant d'être à Paris, j'étais à Bordeaux, j'entendais beaucoup parler de ce congrès, mais j'avais jamais eu l'occasion de venir. Donc merci encore. Et donc moi j'ai le plaisir de vous présenter d'autres RFE qui ont été gérés entre autres par le GIHP sur la gestion des anticoagulants dans un contexte d'urgence. Alors j'ai quelques liens d'intérêt avec l'industrie que voici. Et ces RFE que vous trouverez dans toutes les bonnes revues ont été drivés, certes par le GIHP, mais également par la Société française de médecine d'urgence, l'ASFAR, et la Société française de thrombose et hémostase, donc là encore des recos multisociétés qui nous aident beaucoup dans les discussions. Alors, quand on parle de procédures invasives non programmées, on va tout de suite se mettre d'accord sur la définition. On parle de procédures qui doivent être réalisées dans les 48 heures suivant l'indication. Et on va les diviser en risques hémorragiques faibles ou élevés. On va voir après quelques exemples. Et quand on parle de gestes neuraxiaux, on parle de ponction lombaire, rachis, péri et périrachis combinés. Le cadre est posé. Procédures à faible risque hémorragique, ici, ce sont des procédures qui sont responsables de saignements peu fréquents, de faible intensité et ou aisément contrôlés. On appuie, ça s'arrête de saigner. Et c'est un certain nombre de procédures, on ne va pas tout lire ensemble, mais vous avez quelques exemples ici, qui, en temps habituel, peuvent être réalisées chez des patients sous anticoagulants. Alors évidemment, il y a toujours des petits astérix à droite à gauche, et ici, évidemment, c'est à évaluer au cas par cas. Le patient qui est sous anticoagulant, mais qui a aussi un antiplaquettaire, un anti-inflammatoire, une insuffisance rénale et toute autre pathologie pouvant interférer avec l'hémostase, on va réfléchir différemment. Mais le patient qui est juste, entre guillemets, sous anticoagulant, il y a un certain nombre de procédures qu'on peut faire sans problème sous anticoagulant. Et puis, il y a toutes les autres procédures. Là aussi, vous avez tout le listing. Et on considère que ces procédures invasives, à risque hémorragique élevé, vont nécessiter l'arrêt de l'anticoagulant si on est en situation programmée, ou faire discuter la réversion de l'effet de l'anticoagulant. Alors quand on parle d'anticoagulant, on est obligé de faire un tout petit peu de pharmaco. Je vais essayer d'être rapide, mais c'est pour bien poser les bases de quoi on parle. Si on s'intéresse aux héparines, et au Fondaparinux, dont on ne sait jamais dans quelle catégorie le ranger, et puis de l'antidote, la protamine. Les héparines, vous le savez, ce sont des mucopolysaccharides d'origine naturelle, et leur activité biologique repose sur une séquence pentasaccharidique. Et le Fondaparinux, lui, c'est un pentasaccharide de synthèse. Comment ça fonctionne ? En fait, l'héparine non fractionnée, c'est un cofacteur de l'antithrombine, qui est un anticoagulant naturel, qui inhibe rapidement et de manière réversible les sérines protéases, donc les facteurs 2 et 10 activés. Donc on a la HNF de poids moléculaire important, et puis les HBPM de poids moléculaire plus faible. Et vous savez que les HBPM, en fait, il y en a différentes catégories, avec une longueur de chaîne accolée au pentasaccharide qui est plus ou moins long. Et selon la longueur de la chaîne, eh bien les HBPM elles vont avoir une activité 10A toujours plus importante que l'activité 2A, et certaines auront une petite activité 2A. Le Fondaparinux, lui, il a uniquement une activité anti-10. La protamine, comment elle fonctionne ? Elle va se combiner avec l'héparine, former un complexe inactif, stable. Et cette protamine, elle permet de complètement neutraliser l'activité anti-2 et anti-10 de l'héparine non fractionnée. Par contre, pour les HBPM, dont vous avez compris qu'elles avaient des propriétés pharmacologiques différentes, eh bien l'efficacité de la protamine va être différente selon l'HBPM considéré. Et il faut être assez rigoureux dans la manière dont on va calculer la posologie à administrer de protamine, parce que si on surdose la protamine, on obtient l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a un effet pro-hémorragique. Et si on administre de la protamine, on sera précautionneux dans son injection en nivellant sur 10 minutes. Alors, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, intéressons-nous à un patient qui arrive aux urgences et pour qui on pose l'indication d'une procédure invasive alors qu'il est traité par héparine, HNF ou HBPM. On va
éliminer tout de suite le cas de la procédure à faible risque hémorragique, puisqu'on a vu qu'elle pouvait être réalisée sous anticoagulant. Donc, ok, on va faire la procédure. Et en post-opératoire, on se posera toujours la question de la thromboprophylaxie veineuse. Les procédures à risque hémorragique élevé sous héparine non fractionnée. Autant que possible, on va essayer de reporter la procédure si évidemment ça n'entraîne pas une perte de chance pour le patient, pour se retrouver dans une situation plus confortable où on sera à 6 heures de l'arrêt de l'héparine IVSE ou à 12 heures de la dernière injection d'HNF sous-cutané ou à 24 heures de la dernière injection d'HBPM sous-cutané. Là, on est revenu dans un cadre plus tranquille et on va réaliser la procédure. Et puis si on ne peut pas reporter la procédure, eh bien on va discuter la protamine d'emblée, ou alors on va aller à la chirurgie et on verra comment ça se passe et est-ce qu'on antagonise en cours de procédure si le saignement est vraiment trop important. Dans tous les cas, on recommande de ne pas réaliser de geste neuraxial dans cette situation particulièrement inconfortable. Si on décide, si le patient nécessite une réversion par protamine, vous avez ici le détail de calcul de posologie de la protamine en fonction du type d'héparine, est-ce que c'est de la HNF en IV ou en sous-cutané, et en fonction de l'arrêt de l'administration de la dernière dose, on vous propose des ABAC pour calculer cette protamine. En situation où le patient était sous HBPM, on va demander une activité anti-DISA HBPM. En même temps, on regardera la clairance de la créatinine. Si l'activité anti-DISA est inférieure au seuil de sécurité, eh ben, on va pouvoir sans problème réaliser la procédure. Si le résultat n'est pas disponible, eh ben, là encore, on va discuter la protamine. Avant la procédure, si on est dans une situation où il faut vraiment une hémostase optimale, typiquement la neurochirurgie, ou alors en per-procédure si le saignement est anormal. Et là encore, on recommande de ne pas réaliser de geste neuraxial. Et vous avez ici également des propositions pour calculer la posologie de protamine en fonction de l'HBPM et du délai écoulé depuis la dernière administration. Pour le Fondaparinux, on est un peu plus ennuyé parce qu'en fait, il n'y a pas d'antidote spécifique. La protamine est totalement inefficace. Donc, face à une procédure à risque hémorragique faible, on va réaliser la procédure sans faire de mesure d'activité anti-10 et sans arrêter ni chercher à réverser Fondaparinux parce qu'on est bien ennuyé. Face à une procédure à risque hémorragique élevé, urgente, qu'on ne peut absolument pas décaler, on va faire un dosage de l'activité anti-10. Si on décide de réverser, eh bien, on a à notre disposition soit les concentrés de complexe protombinique, soit le facteur 7 activé recombinant. L'objectif étant en fait de shunter la coagulation qui est bloquée par le Fondaparinux. Si on peut différer, on remesure l'activité anti-10 12 heures plus tard pour avoir un petit peu une idée de la cinétique. Et dans tous les cas, pas de geste neuraxial dans cette situation. Passons aux antivitamines K. Les antivitamines K, vous le savez, donc les facteurs vitamino K dépendants, ils sont synthétisés et ils sont initialement inactifs. Ils vont avoir besoin d'être carboxylés pour être actifs. Cette carboxylation nécessite de la vitamine K qui est recyclée par une oxydoréductase qui est ici. Les antivitamines K, en fait, ils bloquent cette enzyme, donc ils empêchent le recyclage de la vitamine K, et donc au bout d'un moment, les facteurs vitamino K dépendants ne sont plus activés. Les procédures invasives non programmées chez un patient traité par AVK, eh bien, quand on est face à une procédure à faible risque hémorragique, vous l'avez compris, c'est comme tout à l'heure, on va réaliser la procédure, mais on va quand même mesurer l'INR, parce que si on est dans un cadre de procédure où si l'INR est élevé, ça peut modifier le geste, modifier la prise en charge, il est quand même recommandé de doser l'INR, et puis l'INR c'est quelque chose qu'on peut avoir assez facilement. Face à une procédure à risque hémorragique élevé, on a défini des seuils de sécurité pour que la procédure se passe bien.
on va chercher à avoir un INR inférieur à 1,5 et 1,2, donc encore plus bas, si on part sur un geste de neurochirurgie ou si on veut réaliser un geste neuraxial chez le patient. Donc si la procédure est semi-urgente, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de temps devant nous, on va mesurer l'INR. Si l'INR est inférieur au seuil, fort bien, on va au bloc, on réalise la procédure sans arrière-pensée. Si l'INR est supérieur au seuil, on va chercher à le ramener à un seuil de sécurité. Donc on va administrer de la vitamine K, 5 mg, c'est suffisant, par voie IV ou par voie orale, et on contrôlera l'INR pour vérifier que notre seuil de sécurité est atteint et qu'on peut aller au bloc opératoire sans souci pour le patient. Si on est dans un cadre de l'urgence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre 12 heures, il faut aller au bloc, on mesure quand même l'INR, puisqu'on va raisonner de nouveau avec cet INR. L'INR est supérieur au seuil. À ce moment-là, on va administrer de la vitamine K, bien sûr, mais la réversion ne va pas être suffisamment rapide, donc on va en plus administrer des concentrés de complexes prothrombiniques avec les posologies qu'on trouve dans les RCP, parce que chaque produit a des posologies un petit peu différentes. Et puis, dans le cas où on serait face à une procédure urgente et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir l'INR du patient rapidement, en tout cas avant d'aller au bloc opératoire, eh bien, on administrera 25 unités kilo du CCP que vous avez à la disposition, toujours avec de la vitamine K, et on contrôlera l'INR dans les 30 minutes. Alors évidemment, si on n'a toujours pas l'INR, ça devient un petit peu plus compliqué, mais on va partir du principe qu'à un moment donné, on arrive quand même à avoir un INR. On rediscute de faire éventuellement une dose supplémentaire de concentré de complexe prothrombinique et on va au bloc opératoire. Quand reprendre l'anticoagulation curative, parce que n'oublions pas que ces patients qui arrivent en urgence sous anticoagulants, ils sont quand même sous anticoagulants pour une bonne raison. Donc forcément, on va se poser la question de quand est-ce que je peux reprendre le traitement dont le patient a besoin. On va le reprendre entre 24 et 72 heures. Ça va être une discussion en fonction de la procédure que vient de subir le patient, en fonction de l'indication de l'anticoagulant, et ça va être une discussion avec le chirurgien. Dans tous les cas, si la thromboprophylaxie veineuse est indiquée, eh bien, on l'appliquera comme Anne vous l'a expliqué tout à l'heure. Passons maintenant aux anticoagulants oraux directs. Alors, un schéma extrêmement simplifié de la coagulation pour vous montrer que, voilà, on a une voie du facteur tissulaire, une voie dite intrinsèque de la coagulation qui aboutissent ici à l'activation du facteur 10 et ensuite à l'activation du facteur 2. Et donc, on a à notre disposition en France des anticoagulants anti-10, le rivaroxaban, l'apixaban, et un anticoagulant anti-2, le dabigatran. Le raisonnement qu'on a adopté pour la gestion des anticoagulants, en fait, repose sur la pharmacologie. Donc, je vous embête encore un petit peu avec de la pharmaco. Donc, le dabigatran, c'est le seul de sa catégorie. Il est là, c'est donc un anti-2. Il est éliminé à 80% par voie rénale. Vous voyez qu'il a une demi-vie d'élimination relativement longue et il est dialysable. Les autres, les anti-10, ils sont moins éliminés par le rein, ils ont plus une élimination hépatique, une demi-vie d'élimination un peu plus courte et ils ne sont pas dialysables. La particularité du dabigatran, donc le seul anti-2 dans la pharmacopée française, c'est qu'il dispose d'un antidote. C'est l'idarucizumab, qui est un fragment d'anticorps monoclonal, murin, qui a été humanisé et purifié, et qui a la propriété de lier de manière irréversible le dabigatran qui est libre dans la circulation et le dabigatran qui était déjà lié à la thrombine. Il va en fait en quelque sorte déplacer le dabigatran. L'affinité dabigatran idarucizumab est 300 fois plus forte que l'affinité dabigatran thrombine. Donc on voit bien tout de suite qui va gagner le combat. Le complexe, une fois qu'il est formé, il est éliminé par le rein. Et pourquoi mes diapos bougent toutes seules, voilà. La demi-vie d'élimination est de 45 minutes. La posologie, c'est simple, c'est 2 injections de 2,5 g en 15 minutes. Et on va voir dans quelles circonstances on va l'utiliser. On se retrouve donc face à un patient qui a besoin d'une procédure urgente et il est traité par AOD. Là encore, si la procédure est à faible risque hémorragique, réalisable chez un patient anticoagulé, on va réaliser la procédure. Très bien.
si la procédure est à risque hémorragique élevé. Et on a vu qu'il y a quand même un certain nombre de procédures dans ce cadre-là. On a déterminé un seuil de sécurité, une concentration d'AOD inférieure à 50 nanogrammes par millilitre. Et on est encore plus sécuritaire pour la neurochirurgie ou le geste neuraxial, mais on verra la particularité du geste neuraxial. Donc un seuil de sécurité à 30. Si le patient est sous anti-10, donc chez nous c'est apixaban et rivaroxaban, comme on a travaillé avec les Belges pour ces recommandations, il y a aussi les doxaban qui apparaît. On va mesurer la concentration en demandant un anti-DISA spécifique au laboratoire. La concentration est inférieure au seuil de sécurité, on réalise la procédure, et là encore, on se pose la question, y a-t-il une indication à la thromboprophylaxie veineuse? Et on reprendra l'anticoagulation curative en évaluant avec le chirurgien le risque hémorragique versus le risque thrombotique. Et dans l'idéal, il faut réintroduire cette anticoagulation curative entre 24 et 72 heures post-procédure. Si la concentration d'AOD est supérieure au seuil de sécurité, donc je rappelle, 50 pour l'immense majorité des procédures, 30 pour la neurochirurgie ou le geste neuraxial. Donc soit on a une concentration qui est supérieure au seuil, soit on a un résultat qui n'est pas disponible rapidement. On va, dans la mesure du possible, retarder la procédure, à condition bien sûr que ça n'entraîne pas une perte de chance pour le patient. Et sinon, on va discuter les concentrés complexes prothrombiniques, 20 à 50 unités kilo, soit avant de débuter la procédure s'il faut une hémostase optimale, typiquement la neurochirurgie, ou en per-procédure si un saignement est anormal. Et je vais prendre un exemple que vous avez sûrement tous rencontré, c'est la péritonite du patient qui est sous AOD. Le patient péritonite, il est tellement inflammatoire que même dans l'immense majorité des cas, il y a toujours des cas particuliers, mais dans l'immense majorité des cas, vous pouvez opérer un patient avec une péritonite qui a 150 nanogrammes ml d'AOD anti-10, il est tellement inflammatoire que ça ne va pas saigner une goutte. Donc c'est vraiment l'exemple typique de on va à la chirurgie, on voit ce qui se passe, on a nos produits dans notre pharmacie, mais on ne va pas forcément en avoir besoin. Et attention, pas de geste neuraxial dans ces circonstances. Les concentrés de complexe prothrombinique, pour réverser un AOD, en fait, ils chantent la cascade de la coagulation, mais on n'est pas du tout dans des conditions sécuritaires pour réaliser une anesthésie neuraxiale, par exemple. Le dabigatran, dont on a vu qu'il a cette particularité d'avoir un antidote spécifique, on va toujours mesurer la concentration. Et si la concentration est inférieure au seuil, on va aller faire notre procédure. Si on est supérieur au seuil ou que le résultat n'est pas disponible rapidement, on va pouvoir utiliser l'idarucizumab. Si vous n'avez pas d'idarucizumab dans votre pharmacie, vous pouvez utiliser les concentrés de complexe prothrombinique, et à ce moment-là, on se déplace vers la partie droite ici de la diapo. Donc on reprend en fait ici le même raisonnement qu'avec les AOD anti-10. Si vous avez l'idarucizumab, donc vous l'administrez à votre patient et vous réalisez la procédure. Attention toutefois, il a bien été montré dans la littérature que si la première concentration de dabigatran que vous mesurez est supérieure à 200 nanogrammes par ml, il est recommandé de mesurer 12 à 24 heures après l'administration de l'idarucizumab, de refaire un contrôle de la concentration de dabigatran, puisque vous pouvez avoir un rebond de concentration et peut se discuter une deuxième dose d'idarucizumab dans ces circonstances, si on considère que le risque hémorragique persiste. Voilà, j'en ai terminé. Si l'hémostase vous passionne, eh bien, je vous invite à vous intéresser au DIU francophone d'hémostase et thrombose. Je vous remercie.